Vous restez avec moi par contre pour évidemment recevoir nos deux guests, nos deux invités sur 5 sur 7 matin, ce lundi matin dans Instant Politique. A tout de suite. Des milliers de travailleurs porteurs d'espoir et de revendications samedi dernier dans les rues de Cotonou. Ils ont uni leurs pas, leurs voix et leurs espoirs pour dénoncer la vie chère, pour clamer haut et fort leur droit à une vie digne dans un monde où les prix s'envolent sans répit. Dans un élan de solidarité et de détermination, les syndicats ont marché. Ils ont marché non seulement pour leurs propres membres, mais pour chaque individu touché par les pressions économiques. Après plusieurs tentatives, la marche s'est enfin déroulée sans heurts, avec la promesse du ministre Abdoulaye Biotiadi de les rencontrer dans un cadre formel d'échange. Nous faisons le débat. Si notre pays est vu comme ennemi, alors notre port doit l'être également. Propos de Patrice Talon. Les tensions entre le Bénin et le Niger s'exacerbent. Dernier développement, la décision du président de la République d'imposer un embargo sur le pétrole nigérien, une mesure qui vise à faire pression sur Niamey pour qu'il rouvre ses frontières terrestres fermées depuis plusieurs mois, mais derrière cette décision économique se cache un bras de fer politico-diplomatique aux multiples ramifications. Ces quintes de tout qui grippent l'axe Niamey-Cotonou ont pourtant un impact significatif sur les populations de part et d'autre de la frontière. Comment trouver une issue à cette impasse et éviter l'escalade? On en parle avec en face à face Bonaventure Aké Natondé, président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eban. Comment allez-vous? Ça va bien? C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est réciproque. En face de vous ce matin, Maître Renaud Agbodjo, avocat au barreau de Cotonou, membre du parti Les Démocrates. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, Monsieur Herman. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même. Ça va, c'est un plaisir également de vous retrouver ou recevoir sur 5 sur 7 matin, puisque c'est pour la première fois, j'ai le plaisir donc de vous recevoir sur ce plateau. Et justement, je reste avec vous pour le tout premier sujet en débat, donc dans 5 sur 7 matin, ces travailleurs dans les rues pour dénoncer la vie chère, la marche du samedi dernier qui a eu lieu après 2 tentatives manquées. Est-ce que c'est une victoire pour les travailleurs, pour les syndicalistes selon vous? Je dirais que c'est une victoire plutôt pour le peuple béninois, parce que enfin, ce peuple a pu exprimer sa colère en ce qui concerne la cherté de la vie, sur notamment les produits de première nécessité, les produits vivriers, puisque depuis que le régime de la rupture est aux affaires, je crois que c'est la toute première fois que les travailleurs ont eu la possibilité de marcher. Je crois que c'est heureux. On espère que ce n'est pas la toute dernière fois et que cela annonce que d'autres marches ou l'expression de d'autres revendications pacifiques. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore d'autres travailleurs qui soient retenus dans les liens de la justice, ou en tout cas qui soient placés en détention et qui ont été arrêtés même le jour où le droit, les libertés syndicales sont consacrées, notamment un 1er mai. Je considère que ces travailleurs-là doivent pouvoir recouvrer leur liberté entière et que rien ne doit pouvoir justifier leur placement en détention. Mais selon les propos donc du procureur de la République en charge du dossier, il y a une enquête qui a été commanditée par le parquet et qui révèle que des traces de cannabis ont été retrouvées dans l'urine de ces personnes qui sont retenues dans les liens donc de la détention, et qui, ces personnes-là aussi, n'ont pas pu justifier d'un statut professionnel, car, dit-il, le procureur, bien sûr, toutes les personnes qui ont pu justifier d'un statut professionnel, qu'ils soient travailleurs, artisans, qu'ils soient élèves ou étudiants, ont été relâchés. Je crois que la marche, quand on fait une marche, la marche n'est pas forcément pour des personnes qui travaillent ou pas. Est-ce que les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes qui étaient en train de poser des actes de violence? Est-ce que les personnes qui ont été arrêtées au moment où elles étaient en train de s'en prendre à des édifices publics? Donc je crois que c'est un peu une fuite en avant lorsque le procureur, je ne suis certes pas dans le dossier, mais j'estime que toutes ces personnes qui ont été arrêtées bénéficient d'une présomption d'innocence. Et les marches qui sont souvent refusées, c'est parce que souvent on craint un risque de violence, un risque de
perturbation de la vie publique. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Donc, je crois que les arguments que le procureur... Mais que dites-vous des traces de cannabis retrouvées dans leur urine? Oui, mais ces traces de cannabis retrouvées dans leurs urines, je parlerai plutôt au conditionnel, parce que je dis que je ne suis pas dans le dossier. Et qu'est-ce qui a amené à aller rechercher des traces de cannabis dans les urines, alors que ce n'est pas la première fois que les gens ont marché? S'il y avait eu des casses, s'il y avait eu de la violence, on aurait pu suspecter que des gens étaient sous l'effet de produits illicites. Mais je dis, est-ce que il n'y a pas de questions à se poser, ou bien l'on n'était pas sûr de trouver des traces de cannabis dans leurs urines avant même de lancer cette enquête-là? La théorie du complot. Voilà. C'est vous qui le dites, mais ce n'est pas exclu. C'est ce que vous avancez. Oui, ce n'est pas exclu, puisque aucune personne n'a été arrêtée dans un comportement de violence. Personne n'a été arrêté avec une arme blanche ou une arme en feu. Il n'y avait aucun acte de violence. Donc j'estime que si l'on doit pouvoir faciliter l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation, à la limite, on aurait pu, ces personnes-là, les poursuivre sans mandat de dépôt. J'ai comme le sentiment que c'est pour dissuader, ne serait-ce que la CSTB, de toute initiative de marche pour les semaines à venir. Cette marche doit être perçue comme un appel pour qu'on sorte de l'impasse. Honorable Aké Natondé, est-ce que vous l'avez perçu comme ça depuis les 2 rendez-vous manqués? Merci Marcel. Je voudrais commencer d'abord par dire que notre pays est un pays démocratique. C'est un choix que nous avons fait à la conférence nationale et que les manifestations, que ce soit des travailleurs ou d'autres catégories socio-professionnelles, n'ont jamais été interdites au Bénin. Il n'a jamais été mis dans une loi qu'on ne peut pas se manifester. Mon vis-à-vis, Maître Agbodjo, vient de dire que depuis l'arrivée du gouvernement à la tête du pays, du président Patrice Talon, les travailleurs n'ont jamais pu marcher. Ça, c'est une contre-vérité à relever. Je ne sais pas s'il était dans le pays depuis 2016, mais il y a eu des manifestations. Vous voulez lui rappeler je vais lui rappeler, oui. Je vais lui rappeler qu'il y a eu des manifestations, mais c'est vrai que pour qu'une manifestation se tienne, il faut que cela respecte la loi, que cela respecte les règlements. Et lui-même est bien payé pour le savoir. Il faut que les organisateurs de la manifestation soient bien connus et qu'après, on puisse savoir situer les responsabilités. Et donc, pour cela, il n'est pas du tout à condamner qu'une marche qui n'a pas été, dont l'autorisation n'a pas été légalement obtenue, puisse être d'abord suspendue avant qu'elle ne soit autorisée au moment où toutes les conditions sont réunies. Et quand les conditions étaient réunies, vous avez vu que la marche a eu lieu et que ça a été encadré par les forces de l'ordre. Et tout à l'heure, il disait qu'il fallait d'abord attendre qu'il y ait les casses avant, il semblait dire qu'il fallait attendre d'avoir les casses avant de vérifier si les gens qui ont fait les casses sont des voyous. C'est parce qu'on a été habitué dans ce pays à des marches dites de revendications catégorielles, mais où on infiltre des personnes, des badauds et des casseurs qui n'ont rien à voir, qui ne connaissent même pas l'objectif de la marche, et au finish, il y a des casses et les responsables de la marche disent non, que c'est pas de leur fait. Et donc, il est normal que le gouvernement actuel soit anticipateur. Maintenant, si les marches ont diminué dans notre pays, il faut comprendre que le gouvernement maintient le dialogue, un dialogue permanent avec les travailleurs, que les travailleurs, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits, ont régulièrement ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez déjà que les avancements sont automatiques? Et avec la digitalisation, les personnes même se rendent dans les ministères pour dire: j'ai constaté que vous avez payé plus que ce qu'il ne faut. Parce que les personnes ne se rendaient pas compte que le gouvernement n'a fait que rendre automatique les avancements. Eh bien, tout ceci apaise un peu la colère des travailleurs. Et si bien que les appels aux marches ne trouvent plus énormément d'adhérents. Et donc, ce n'est pas une décision du gouvernement que d'avoir le fait qu'il n'y ait plus énormément de marches dans ce pays. Le gouvernement ne passe son temps à cajoler les travailleurs dans le centre de travail. Il y a un travail permanent de dialogue qui se fait. C'est pour ça que de moins en moins, vous observez des demandes de marche dans notre pays. Vous ne pensez pas qu'il aurait fallu cette marche pour que la porte du dialogue s'ouvre finalement? Non, il y a toujours eu des dialogues. Il y a toujours eu des dialogues. Maintenant, cette marche-ci
a un objectif, il y a une cause à cette magie, c'est la cherté de la vie. Les travailleurs ont mis en avant la cherté de la vie. Vous n'avez pas entendu d'autres revendications liées à des avancements, des arriérés de salaire et tout ça. C'est la cherté de la vie et nous tous, nous en souffrons. Et ce n'est pas seulement au Bénin qu'on en souffre, c'est toute la sous-région et dans le monde entier. C'est la conjoncture qui est là. Et les travailleurs ne font que jouer leur rôle en rappelant au gouvernement qu'il doit faire quelque chose afin que la vie devienne moins chère. Et nous connaissons les causes de la cherté du maïs, par exemple. Et nous savons que si les prochaines récoltes sont abondantes, le prix du maïs va chuter. Et donc, les travailleurs sont dans leur rôle. Mais il ne faut pas que les politiques profitent de ça. D'accord. D'accord. Alors, Maître Agbodjo, on a vu les membres de votre parti aux côtés des syndicalistes, que ce soit pour les rendez-vous manqués ou que ce soit pour le rendez-vous du samedi dernier. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de politiser une situation conjoncturelle? Non, vous savez, d'abord je voudrais répondre à M. Akinatondé pour dire que c'est à croire que j'attendais ou j'espérais que M. Akinatondé me rappelle en dehors de la marche qu'il y a eu le 11 mai, les marches antérieures qu'il y a eu, mais cette réponse n'est jamais arrivée. Mais je poursuis pour dire qu'il n'appartient pas il appartient plutôt aux forces de défense et de... On va permettre à Maître Agbodjo. Oui, qu'il continue. Alors, je disais qu'il appartient aux forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité des marches. Lorsqu'elles sont autorisées, c'est d'abord aux forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité des marcheurs. C'est ce qui est prévu par la loi. Et donc, et je n'ai jamais dit qu'il faut attendre d'abord qu'il y ait des casses avant que les forces de défense et de sécurité interviennent. Je dis, si les marcheurs n'ont pas été pris sur le fait, si les marcheurs n'ont pas été surpris ou bien s'il n'y a pas eu des casses, il n'y a pas de raison qu'on puisse les arrêter. Alors, on aurait pu attendre que ces personnes-là se retrouvent dans d'autres circonstances parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'on lie leur arrestation à la marche. Braver l'autorité préfectorale, est-ce que ce n'est pas constitutif d'un délit? Non, il n'y a pas eu... Et ce n'est pas pour ça qu'elles sont poursuivies. Ces personnes sont poursuivies parce qu'on aurait retrouvé des traces de cannabis dans leurs urines. Ce n'est pas braver l'autorité de l'autorité préfectorale. Alors, je poursuis pour dire, la présence des cadres du Parti Les Démocrates, notamment les parlementaires du Parti Les Démocrates, à l'occasion des marches des centrales syndicales, c'est tout à fait légitime parce que c'est dit au peuple que nous les entendons, nous les comprenons, parce que la cherté de la vie a des causes. Cela est le résultat de la mauvaise politique agricole du régime en place. Parce qu'en réalité, il faut considérer que le régime en place a mis beaucoup plus l'accent sur les cultures de rente, notamment le coton et tout ce qui est produit à l'exportation, notamment l'ananas aussi. Mais sur ce qui concerne les produits vivriers de première nécessité ou de grande consommation, le gouvernement a quasiment oublié que les Béninois, avant de pouvoir considérer qu'ils peuvent faire d'autres choses, il faut qu'ils soient bien nourris. Mais nous regrettons aujourd'hui que, par exemple, la stratégie de mise en place de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire que les Béninois avaient salué sous l'ancien régime, aujourd'hui, cette politique-là a été balayée du revers de la main, alors que cela met à mal la question de la souveraineté alimentaire. On ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire si on ne met pas de stratégie en place pour garantir la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous constatons que si les prix des denrées alimentaires ont flambé, c'est parce qu'en réalité, il y a une paupérisation. C'est parce que le pouvoir d'achat du Béninois lambda a totalement chuté. Donc c'est une réalité qui est au passif du régime de la rupture. Alors, Maître Agbodjo, selon les statistiques qui ont été relayées par le ministre de l'Agriculture, Gaston Tsougui, le Bénin a quand même doublé sa production de maïs, par exemple. Sauf que il y a une partie justement de cette céréale-là qui se retrouve de part et d'autre de la frontière, donc chez des pays voisins. Ce qui a motivé cette décision du gouvernement de bloquer évidemment l'exportation de certaines denrées afin qu'on puisse assurer une forme de sécurité
alimentaire au plan national. Si on s'en tient à cette statistique, on se rend compte que votre lecture selon laquelle, on va dire, il y a une mauvaise politique agricole, elle peut paraître biaisée. Non, je ne crois pas, parce que j'estime que c'est une fuite en avant. Le Bénin n'est pas né en 2016. Je prends l'exemple, par exemple, du Nigeria. Aujourd'hui, le Naira est aujourd'hui déprécié. Il est en chute libre. Donc, on doit considérer même que si des pays étrangers doivent pouvoir venir acheter en dehors de leur pays, ce n'est pas au Bénin qui viendra acheter, puisque le CFA par rapport au Naira est aujourd'hui beaucoup plus fort. Et avant cela, les Béninois ou les Béninoises avaient l'habitude de vendre à des personnes plus offrantes. Donc, je dis que si on estime que c'est parce que les Béninois vendent à l'étranger qu'il n'y a plus de ressources au Bénin pour pouvoir nourrir les Béninois, c'est une fuite en avant. Parce que cela se faisait sous d'autres régimes, mais c'est parce que le gouvernement béninois n'a pas pris les mesures d'anticipation pour garantir la sécurité alimentaire. Encore que, faut pas qu'on se mente, tout producteur veut bien vendre au plus offrant. Nous sommes dans une politique où il y a une question de libre circulation des biens et des personnes. Donc, si des acteurs ou des opérateurs économiques viennent de l'étranger et demandent à acheter, c'est forcément qu'ils offrent beaucoup plus, l'offre et la demande est beaucoup plus forte. Donc, il faut aussi qu'ils vendent sur un marché et qu'ils font des bénéfices et reviennent acheter sur un marché où tout est cher, du fait justement de leur politique d'exportation. Non, justement, ici, la loi n'interdit pas aux Béninois de vendre. La loi n'interdit pas aux Béninois de vendre. Quitte à affamer les populations locales. Non, la loi n'interdit pas aux Béninois de vendre ou de sélectionner parmi ceux qui viennent acheter. S'il y a une loi qui interdit aux Béninois de sélectionner parmi les acheteurs, que le ministre Akenatonde nous dise quelle est cette loi. Mais si le gouvernement décide que bien qu'il y ait une surproduction, la vie est chère, ça doit avoir une explication cohérente. Mais ce n'est pas en bloquant les frontières que la question sera jugulée. Pourquoi le régime n'a pas dupliqué ou n'a pas maintenu la stratégie de l'ONASA qui consistait à faire en sorte que la crise alimentaire qui est cyclique, la crise alimentaire est cyclique dans tous les pays. Il arrive des moments où il y a des produits que l'on retrouve beaucoup plus que d'autres, mais le gouvernement anticipe pour permettre à ce que ces produits-là restent beaucoup plus accessibles et que les prix restent jugulables. Mais cela n'a pas été fait puisque le gouvernement a préféré concentrer sa politique agricole sur le coton, sur l'ananas, sur les cultures de rente en délaissant tout ce qui est en rapport avec les cultures vivrières. Honorable Akenatonde, je sais que vous brûlez d'impatience de répondre, d'apporter des réponses à Maître Abodjo, mais avant, répondez à cette question. Nous voulons un dialogue qui va produire des effets. On clamait les travailleurs dans les rues samedi dernier. Déjà, un rendez-vous est obtenu. Est-ce que les travailleurs ont des raisons de croire, ont des raisons d'espérer de bons fruits comme ils le veulent? Les travailleurs béninois ont bien des raisons de croire à la bonne foi du gouvernement béninois. Et depuis 2016, ils ont été suffisamment payés pour y croire. Parce qu'il y a toujours eu des dialogues et les résultats de ces dialogues ont permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apaiser la tension sociale et de diminuer les descentes dans les rues de ces travailleurs. Maintenant, ceci dit, si vous me permettez de revenir sur les questions, j'espère que vous allez me donner autant de temps. Allez-y, bien sûr. On veille à l'équilibre sur le plateau. Ok. Eh bien, d'abord, Maître Abodjo disait que c'était pas pour avoir bravé l'autorité préfectorale. Dans un premier temps, c'est ça. Puisque la marche n'ayant pas été autorisée, le préfet ayant attiré l'attention des organisateurs sur le fait que cette marche ne pouvait pas avoir lieu. Malgré cela, certains travailleurs se sont retrouvés dans la rue le 1er mai avec des badauds. Et il fallait maintenant démêler les chevaux et voir ceux qui sont réellement des travailleurs et ceux qui ne sont pas des travailleurs. Vous avez vu ceux qui ont pu démontrer leur catégorie socio-professionnelle et ont été aussitôt relâchés. Mais les autres qui ne sont pas concernés, qui ne savaient même pas l'objectif de cette marche, ceux-là, ils devaient répondre. Faut-il seulement des travailleurs pour marcher? Eh bien,
il faut... Est-ce que les chômeurs aussi ne peuvent pas marcher? Eh bien, les chômeurs peuvent marcher, mais on doit savoir que c'est la marche des chômeurs. Mais lorsqu'on on organise une marche en décrivant, en disant, voici nous, les syndicats de tel. Dans les syndicats, on ne retrouve pas les chômeurs. Les chômeurs peuvent avoir leurs organisations. Il n'est pas interdit. Mais pour le moment, je ne connais pas de syndicat de chômeurs. Est-ce que les chômeurs ne peuvent pas être solidaires de la marche, justement? Puisque la vie est chère pour tout le monde. La vie est chère pour tout le monde. Mais on ne peut pas permettre. Les chômeurs peuvent marcher s'ils veulent et aller être solidaires, mais on ne peut pas permettre que des badauds commettent des actes répréhensibles avant un gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Donc il faut pouvoir anticiper les choses. Je suis sûr que le 1er mai, si le préfet n'avait pas été prompt, on aurait pu déplorer des choses. Parce que lorsque, dans le rang des manifestants, on retrouve des personnes qui sont droguées, eh bien, c'est normal que ceux-là agissent suivant, sous l'effet de ces stupéfiants. Maintenant, par rapport à la cherté de la vie, bon, pointé du doigt la mauvaise politique agricole. À la décharge de Maître Agbodjo, il n'est pas économiste. Il a fait un effort d'analyse. Mais son effort d'analyse mérite d'être peaufiné. Il a d'abord pointé du doigt la suppression de l'ONASA. Mais une fois encore, je vais lui rappeler que l'ONASA était une grande poche de corruption. L'ONASA qui était chargé normalement de venir au secours en période de difficulté pour essayer de tirer le prix vers le bas, enrichissait plutôt des personnes qui n'étaient pas vraiment de la grande masse. Et le nombre de milliards, de dizaines de milliards engloutis dans ces structures qui se sont retrouvés dans les poches privées, ce nombre a motivé le gouvernement de la rupture à prendre la décision de la suppression de ces structures budgétivores qui en réalité étaient là seulement pour faire de la propagande politique. Donc, eh bien, la politique alimentaire, agricole dont il parle, il a dit que c'est parce que le pouvoir d'achat des travailleurs se sont érodés simplement que les prix ont grimpé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que les prix ont grimpé, en économie c'est comme ça, les prix ont grimpé que le pouvoir d'achat s'est érodé. Et si les prix ont grimpé, ce n'est pas parce que le pouvoir d'achat s'est érodé, c'est le contraire. Et donc je veux vous dire que les prix ont grimpé pourquoi? La production, vous avez bien entendu le ministre de l'Agriculture, la production agricole cette année a été encore plus abondante. Plus de 1 800 000 tonnes de maïs. Alors qu'au Bénin, nous avons besoin d'1 300 000. C'est parce que la politique d'exportation du Bénin n'a pas été contrôlée peut-être. Et il y a eu suffisamment de sorties de céréales de notre territoire. Et cette sortie supplémentaire, ça s'explique par le fait que dans certains pays d'à côté, vous savez, les pays sahéliens ont des problèmes énormes de sécurité. Et des territoires entiers n'arrivent plus à être occupés par les populations pour la culture. À être emblavés. Et cela amène à des déficits céréaliers dans ces pays qui font la pression sur notre production intérieure, qui sont prêts à acheter plus cher. Et vous savez bien qu'en matière de prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de demandeurs, plus le prix grimpe. Et donc, cette exportation de céréales que le gouvernement, en respect des engagements internationaux, puisqu'on est dans un espace de libre-échange, a laissé faire, s'est retourné un peu contre nous parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'ampleur serait plus grande cette année. Ben, le gouvernement aujourd'hui vient de se rendre compte et dit, bon, nous devons commencer par contrôler un peu les frontières par rapport à la sortie des céréales parce que une chose est de vendre à l'extérieur, mais il faut pouvoir nourrir la population qui est ici. Et une fois encore, je viens vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu cherté des produits vivriers dans notre pays. Il y en a eu autant de Kérékou, autant de Yaï, et à tout moment, même autant de Seglo. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il suffit que les récoltes prochaines soient encore plus abondantes pour qu'on constate une chute des prix sur le marché. Surtout si la politique de contrôle du gouvernement se maintient correctement. Vous pensez que le gouvernement a bien fait d'interdire, une interdiction ferme d'ailleurs, de l'exportation des céréales? Eh bien, c'est une bonne décision dans la situation où nous sommes. C'est une bonne décision dans la situation où nous sommes pour permettre que la population béninoise puisse disposer des produits vivriers comme cela se doit, afin que les prix ne continuent pas à grimper.
Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il ne sert à rien d'aller vendre plus cher à l'étranger et revenir acheter les autres produits encore plus chers. C'est comme si on n'a rien gagné. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression aussi, selon une opinion fortement répandue, que justement les démocrates, l'opposition est en train de faire de la récupération politique d'une situation conjoncturelle? C'est de l'instrumentalisation. Vous pensez? Oui, je Et vous pense. assumez? Oui, absolument. Parce que les démocrates, ce n'est pas un parti nouveau. Bon, même si le parti est nouveau, ce n'est que la coquille qui est nouveau. Qui est nouvelle plutôt. C'est des gens qui ont quand même une expérience de la gestion de ce pays et qui savent très bien de quoi ils parlent. Ils savent bien que lorsque la conjoncture elle est internationale, elle peut agir sur le plan national également. D'accord. Maître Agbodio, est-ce que vous expliquez à vos, on va dire, aux membres de votre parti, à vos militants, la situation conjoncturelle que nous traversons, et vous relevez aussi le fait que quelque part, ce n'est pas peut-être, on va dire, de la faute du gouvernement et que c'est une conjoncture internationale, et donc le Bénin n'étant pas, on va dire, ne vivant pas en autarcie, est aussi affecté par ces chocs exogènes qui proviennent de multiples facteurs. Alors, je vais vous donner un indice qui prouve que la politique agricole du gouvernement de la rupture est aujourd'hui totalement en déphasage des réalités du pays. Alors, en 2019, le classement du Bénin sur l'indice du développement humain était que le Bénin était dans la catégorie développement humain faible. C'est-à-dire, il occupait, je crois, le 158e rang sur 189 pays. En termes d'indice du développement humain, cela est vérifiable sur tous les sites de performance économique. Ça veut dire en réalité que sur la question de la santé publique, sur la question de l'analphabétisation, sur la question de la sécurité alimentaire, le Bénin n'a pas pris les dispositions idoines pour faire mieux que le gouvernement passé. Ça veut dire aujourd'hui que c'est une réalité. Le Bénin ne vit certes pas en autarcie, mais je dis et je confirme que les chiffres nous confortent dans le fait que nous disons que les statistiques de 2019. Les statistiques de 2019. C'est-à-dire il y a 6 ans. Oui, ça veut dire que nous sommes en 2024. Il y a 5 ans. Je crois que j'ai encore la parole. Absolument. Eh bien, nous étions en 2019. Si en 2019, nous étions au 158e rang, figurez-vous, et je donne ma langue au chat, qu'en 2024, nous serons peut-être au 168e rang. Il eût fallu être plus sage pour vous de consulter les statistiques de 2024. Oui, mais je vous donne les statistiques. Pour contrebalancer aussi. Je vous donne les... Ce sera de la notoriété scientifique. Ouais, je crois que, monsieur le journaliste, si vous pouvez me laisser finir. Allez-y. Oui, parce que là, vous me marchez sur la langue pendant que je suis dans un développement. Je donne des statistiques les plus récentes. Ce sont les statistiques les plus récentes que je vous communique. Et je pense que les statistiques de 2021, 2020, 2023, nous parviendrons d'ici là. Mais les statistiques de 2019 sont des statistiques sur le régime de la rupture. Et donc, c'est des statistiques qui doivent nous donner une indication de la politique du gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Et nous disons qu'aujourd'hui, la question de la cherté de la vie n'est pas ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une politisation, ce n'est pas une manipulation, puisque les chiffres attestent effectivement que les Béninois ont faim, les Béninois sont dans des difficultés, il y a une paupérisation grave et que le gouvernement tente beaucoup plus aujourd'hui à interdire aux Béninois de vendre au plus offrant, alors qu'il aurait fallu, comme le ministre qui a été ministre de l'enseignement secondaire et ministre des travaux publics, donc comptable de la politique de l'ancien régime sous le président Boni Yayi, ne peut pas dire aujourd'hui que l'ONASA était une structure budgétivore. Donc, il se dit complice aussi de la gestion de l'ONASA, mais ce qui n'est pas vrai. Parce que si le gouvernement de la rupture était de bonne foi, il aurait fallu tout simplement améliorer cela, puisque la question de la souveraineté alimentaire aujourd'hui est une question de performance et de renforcement de l'indice du développement humain. Vous ne pouvez pas prétendre à un développement durable si la question de l'indice du développement humain n'est pas prise en compte. Or, la sécurité alimentaire, et on arrive à la sécurité alimentaire que par les moyens que l'on trouve à travers une politique de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il faut constater que c'est un échec. C'est un échec. Le Bénin n'a pas une stratégie de souveraineté alimentaire visible. Donc,
on navigue à vue, parce qu'en décidant de fermer les frontières pour empêcher les Béninois et les Béninoises de vendre au plus offrant, en réalité, c'est une stratégie de navigation à vue. Donc, on gère les problèmes sans véritable boussole. Le gouvernement navigue-t-il à vue? J'y arrive. Monsieur Akinatondé. Non, mais je crois qu'il est dans son rôle. Hein. Il faut accepter ça. Mais politiquement, je voudrais quand même lui attirer son attention sur le fait qu'il reste quand même assez de choses à apprendre de sa part, parce que ce n'est pas parce qu'on a été membre d'un gouvernement, et même c'est pas parce qu'on est encore membre d'un gouvernement qu'il ne faut pas attirer l'attention sur les tares et les avatars de ce gouvernement. Et quand il y a conseil des ministres, c'est vrai que ce n'est pas médiatisé, mais chaque ministre était appelé à opiner et à dire ce qui ne va pas. Et moi, en tant que ministre, je n'ai jamais caché la vérité à quelqu'un, fut-il président de la République. Et donc, c'est dire que l'ONASA, avec les audits qui ont eu lieu en 2016, a montré carrément ses limites, et ce n'est pas à démontrer d'ailleurs que lorsqu'on est dans une situation de libre économie, de libéralisation économique, comme nous en avons fait le choix en 90, ce n'est pas avec des instruments, forcément avec des instruments comme ça, que nous pouvons vraiment affirmer notre politique économique. Et pour cela, eh bien, le gouvernement de la rupture a décidé de la suspension de l'ONASA. C'est depuis 2016. Et il a fallu 2024 pour que nos amis se rendent compte que c'est parce que l'ONASA a été supprimé en 2016, 8 ans avant, qu'il y a la cherté du maïs. Non, même si l'ONASA était là. On connaît bien ce qui se passait au niveau de l'ONASA, et je n'ai pas de langue de bois à avoir pour pouvoir le dire. Je sais bien comment les vivriers distribués par l'ONASA se passaient entre certaines personnes, et comment les milliards étaient engloutis dans des poches. Il y a les résultats d'audit qui sont encore là. Et maintenant, dire que la politique agricole du Bénin, en tout cas, le Bénin n'a pas une politique de sécurité alimentaire, c'est faux. C'est sous le président Talon que la production a explosé de toutes parts. On n'a jamais produit autant de maïs au Bénin, jamais produit autant de mil. Les statistiques sont là qui prouvent qu'aujourd'hui, le Bénin est un grenier pour les pays de la sous-région. Même le Nigeria vient s'approvisionner ici. Et en tout produit en matière d'agriculture, c'est un honneur pour notre pays. Mais maintenant, la libre circulation des biens a aussi ses limites. Ça peut amener à des crises telles que ce que nous sommes en train de voir. On ne pouvait pas imaginer que les situations de sécheresse, les situations d'insécurité allaient amener à tant de déficits céréaliers dans les pays d'à côté. Bref, mes chers amis, moi je peux vous dire que c'est bien facile lorsqu'on est à la touche, parce que dans ce pays, on a organisé des prières pour que la pluie puisse tomber afin que on lutte contre la famine. N'oublions pas ça aussi. Ne pouvait-on pas garder ONASA et mettre de la discipline et de l'ordre dans sa gestion? Non, je crois que chaque gouvernement a sa politique, et on ne peut pas condamner le gouvernement de la rupture d'avoir fait le choix de régler la situation d'une autre façon. Et je vous dis, depuis 8 ans, c'est la première fois que l'on parle de l'augmentation du prix de maïs. Ça veut dire quand même que la politique du gouvernement a marché, et c'est sûr que les mesures qui sont en train d'être prises vont contribuer à une descente drastique du prix dans les semaines et les mois à venir.